On parle toujours du cycle menstruel, mais au risque de vous surprendre, il me semble qu'il faudrait plutôt parler de cycle ovulatoire. Car oui, en réalité, ce ne sont pas tellement les règles le point culminant du cycle, mais bien l'ovulation. D'ailleurs, sans ovulation, pas de règles possibles à l'horizon. C'est un angle de vue que j'ai découvert tardivement en devenant une geek des hormones et du cycle menstruel, car l'accent n'est mis sur l'ovulation qu'en cas de projet bébé. Pourtant, ovuler et bien ovuler a un rôle et des fonctions bien plus larges que la fécondation sur notre santé globale. Alors à quoi ça sert? Comment savoir si on ovule correctement? Comment optimiser les choses si c'est pas le cas et décrocher une sublime Wonder ovulation? C'est Guénaëlle Abéguilé qui va vous partager aujourd'hui à mon micro son regard de spécialiste en micronutrition et santé fonctionnelle. Bonjour Guénaëlle. Bonjour Marion, bonjour à tous. Bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir. Donc on va parler Et ensemble d'ovulation, de son importance, de son fonctionnement et aussi des méthodes dont on dispose pour la soutenir, pour obtenir ce que tu aimes bien appeler une wonder ovulation. Est-ce qu'avant de commencer, tu veux bien peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît? très bien. Donc, Marion, à la base, je suis kiné de profession. Et du coup, depuis pas mal d'années maintenant, j'ai un peu bifurqué vers tout ce qui est micronutrition, pratique de la santé fonctionnelle. Ouais. Voilà, pour apporter différentes réponses à mes patients. Notamment, au départ, c'était plutôt pour les problématiques inflammatoires que je rencontrais au cabinet. Et peu à peu, en étudiant la micronutrition, je me suis passionnée pour les hormones, où il n'y avait pas grand-chose dans le monde hormonaux en micronutrition. Donc, j'ai été fouillée. Et voilà, j'en ai fait une spécialité donc, dans tout ce qui est troubles hormonaux et les troubles de la fertilité qui vont souvent de pair. Mhm. Donc voilà, aujourd'hui, j'exerce en tant que formatrice. Je suis cofondatrice d'un organisme de formation qui s'appelle DFM Formation, où on forme les professionnels de santé à ce grand domaine qu'est la santé fonctionnelle. Et aujourd'hui, on a différents formateurs qui nous accompagnent dans cette mission. Trop chouette. Peut-être que pour planter un peu le décor, tu veux bien expliquer ce que c'est que l'ovulation, comment ça se passe d'un point de vue physio, ce qui se passe dans le corps? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'ovulation, comme tu disais, c'est le point culminant du cycle ovulatoire. On va essayer de s'efforcer à l'appeler comme ça, du coup. C'est le moment où le follicule, alors le follicule, c'est l'espèce de poche qui va entourer nos ovocytes. On est avec un grand nombre d'ovocytes, de follicules, donc qui contiennent des ovocytes à la naissance. Et du coup, chaque cycle, et non chaque mois, parce qu'effectivement, tous les cycles durent pas forcément un mois, mais parfois, sans faire attention, on dit tous les mois, mais bon, c'est une erreur de langage, un abus de langage, mais qui est là parce qu'effectivement, il y a une mauvaise compréhension. Donc, chaque cycle, on aura un follicule qui va libérer un ovocyte. Et donc, l'ovulation, c'est ça. Et donc, ça va vraiment déterminer deux grandes phases. Avant l'ovulation, on va parler de la phase folliculaire, qui Ouais. commence au premier jour des règles et qui se termine donc à l'ovulation. Et après l'ovulation, on va rentrer dans la phase lutéale qui commence donc à l'ovulation et qui va se terminer au premier jour des règles suivantes. Et donc, ça va permettre de faire basculer d'un point d'équilibre hormonal à un autre qui va conditionner un petit peu la santé hormonale, la santé fertile, la santé physique et psychique de la femme. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que les messages qui permettent aussi de déclencher cette ovulation viennent du cerveau. Donc il y a vraiment un lien, un axe très global et pas, c'est pas juste quelque chose qui est situé dans le petit bassin, mais c'est vraiment un axe très, très global sur le Tout corps. à fait. Moi, c'est insupportable pour la femme d'entendre dire qu'est-ce que t'es chiant, tu vas avoir tes règles. On a tendance à mettre tout un peu les mots de la femme sur ce qui se passe dans sa tête. On se dit, oh là là, c'est vraiment dans ta tête. Sous-entendu, c'est psychologique et c'est pas réel. Mais pourtant, l'ovulation commence bien dans la tête et c'est pas une insulte et c'est pas méprisant. Mais effectivement, il y a d'abord un messager hormonal qui part du cerveau, pour être plus précis, de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui envoie un message hormonal aux ovaires. Donc, au niveau de l'hypothalamus, il y a une hormone qu'on appelle la GnRH qui va stimuler l'hypophyse, qui va produire une hormone FSH, hormone folliculostimulante. Et comme on entend dans son nom, folliculostimulante, son rôle, c'est de stimuler les follicules afin qu'ils grossissent, qu'ils grandissent, qu'ils produisent des oestrogènes. Et tout ça, ça va déclencher après le processus ovulatoire qui va être aussi lancé par le cerveau avec une production d'une deuxième hormone qu'on appelle la LH, l'hormone lutéinisante. En effet, donc ça Ouais, commence bien dans la tête, ouais. même si c'est pas très agréable à entendre, mais c'est physiologique. Oui, puis c'est intéressant de comprendre que c'est lié à l'état global du corps et que c'est pas juste un petit point. Je pense que ça viendra s'approfondir au fil de notre discussion, ce sujet-là. À quoi on reconnaît une ovulation de qualité? Comment on peut savoir, tu vois, si on ovule bien, si notre ovulation est chouette ou si c'est bof bof? Déjà, c'est une question très intéressante, Marion, parce qu'effectivement, souvent, la question qu'on me pose, c'est plutôt comment je sais si j'ovule. Parce que dans l'inconscient collectif,
On pense qu'il y a des femmes qui ovulent et des femmes qui n'ovulent pas. Or, c'est bien plus complexe que ça. Heureusement que la majorité des femmes en âge de procréer ovulent, même si malheureusement, c'est pas le cas de toutes. Mais par contre, elles n'ovulent toutes pas bien. Je dirais même peu ovulent bien. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde avec plein de perturbateurs endocriniens ou autres cyclotoxiques. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce que je nomme des cyclotoxiques. Et effectivement, ça va impacter la qualité de l'ovulation. Donc, il y a des femmes qui ovulent, mais qui n'ovulent pas bien. Donc, comment est-ce que je sais si j'ovule? Alors, d'abord, peut-être qu'on peut répondre, peut-être qu'elle va comment savoir si j'ovule. Oui, c'est Donc, sûr. si j'ovule, j'aurai des règles. Mais attention, je peux saigner sans que ce soit de règles, sans que j'ai ovulé. Donc, commençons peut-être par expliquer même avant, qu'est-ce que sont des règles? Alors, je pense que vous pensez toutes savoir ou tous savoir ce que sont des règles, mais probablement que la majorité d'entre vous se trompe, puisqu'effectivement, des règles, ce sont des saignements utérins, donc qui vont s'écouler par le vagin, ça, je vous apprends rien, mais qui font ensuite un processus ovulatoire, c'est-à-dire j'ovule, je vais rentrer dans ma phase lutéale qui va durer entre 11 et 16 jours, puis j'aurai un saignement qui se nommeront des règles parce que j'ai ovulé 11 à 16 jours avant, si tout va bien. Ça, ce sont des règles. Mais il y a d'autres types de saignements qui peuvent être pathologiques, ça vous le savez, on peut avoir des fibromes, tout ça, ça j'en parlerai pas, c'est pas de mon domaine, je suis pas médecin, mais on peut avoir quand même d'autres types de saignements physiologiques qui ne sont pas des règles et qui donc n'indiquent pas qu'il y a une ovulation. Ça, c'est un peu particulier, on va mettre ça à part. Mais si j'ai des vraies règles, ça indique que j'ai ovulé quand même. Voilà, je le précise parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles ont des règles et finalement, c'est pas toujours forcément des règles. Donc, c'est quand même à vérifier. Et après, comment savoir si j'ovule bien? Eh bien, quand j'ovule bien, mon follicule, qui va libérer son ovocyte, va après s'appeler un corps jaune et va sécréter une super hormone qu'on appelle la progestérone. Ouais. Et cette belle hormone, elle va contrebalancer, elle va être très complémentaire avec les œstrogènes qui dominent dans la phase folliculaire, donc avant l'ovulation. Donc, si j'ai bien ovulé, j'aurai suffisamment de progestérone pour contrebalancer les œstrogènes. Ce sont des hormones qui ont des actions opposées. Et donc, les œstrogènes, par exemple, vont favoriser l'épaississement de la muqueuse de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre. Et quand on a des règles, c'est cette muqueuse de l'utérus qui va saigner, qui va se défaire, qui va desquamer. Et donc, si j'ai beaucoup d'œstrogènes, j'aurai une muqueuse épaisse parce qu'elle va s'épaissir sous les œstrogènes. Mais si j'ai suffisamment de progestérone parce que j'ai bien ovulé, ça va arrêter la prolifération, donc l'épaississement de cet endomètre. Donc, ça va éviter d'avoir des règles trop abondantes. Ouais. Donc, en gros, si vous m'avez suivi, si j'ai des règles abondantes, c'est la signature. Alors, il y a d'autres causes, mais c'est quand même la signature d'un déséquilibre entre œstrogène et progestérone en faveur des œstrogènes. Donc, j'ai soit trop d'œstrogène, j'ai soit trop peu de progestérone. Ouais. Donc, ça, c'est un signe, effectivement, de déséquilibre hormonal qui peut venir d'un trouble ovulatoire qui va donc conduire à un manque de progestérone. Mais ça peut être aussi d'œstrogène. Ouais. Mais d'autres signes vont également pouvoir être présents en cas de trouble ovulatoire. Donc, moi, on appelle cela la dysovulation. On peut avoir, du coup, à ce moment-là, un syndrome prémenstruel, pareil, par dominance œstrogénique. Quelques jours avant ses règles, la femme va pouvoir avoir mal au sein, avoir les seins qui gonflent, prendre 1 ou 2 tailles de bonnet de soutien-gorge. Elle va pouvoir faire de la rétention d'eau. Elle aura l'impression, ce sera même parfois pas une impression de gonfler. Elle va pouvoir prendre 1 ou 2 kilos parfois sur la balance. Ce sera de la flotte. Ça va partir après avec l'arrivée des règles. Et puis après, il y a d'autres signes cliniques également. Elle peut être plus irritable, impatiente, parfois plus agressive. Elle peut avoir faim, elle peut avoir des troubles du sommeil. Donc, il y a plein de signes cliniques dans le syndrome prémenstruel. Et c'est normal d'avoir une variation de l'humeur à différents moments du cycle en fonction de l'équilibre hormonal propre à chaque phase du cycle, parce qu'il n'y a pas que 2 phases. Dans les 2 phases folliculaires et lutéales, il y a encore des sous-phases, si on veut. C'est normal qu'une femme ne soit pas lisse, ne soit pas la même tous les jours. C'est normal qu'avant les règles, on soit un peu plus dans l'émotion, mais c'est pas normal que ça impacte vraiment la qualité de vie. Donc, si j'ai un syndrome prémenstruel trop important, quand même, c'est un signe de trouble de l'ovulation. Ouais, c'est intéressant tout ce que tu précises parce qu'apparemment, dans le syndrome prémenstruel, il y a plus de 200 symptômes. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à pas mal mettre de choses sur ce dos-là. Et j'ai l'impression que c'est même venu un truc, je suis en plein SPM, comme si c'était presque normal. Mais en effet, non, ça montre bien qu'il y a un déséquilibre. Et après, il y a d'autres choses que je trouve chouettes aussi. Tu parlais de la durée de la phase lutéale. Et en effet, je pense que si on n'a pas très bien ovulé, on peut peut-être d'ailleurs avoir la phase lutéale un peu courte et donc les règles qui vont arriver assez vite après l'ovulation.
ovulation. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes aussi à observer. Peut-être que si on s'intéresse à une méthode d'observation du cycle, on va voir aussi que les températures, par exemple, ne montent pas vraiment ou ne se maintiennent pas un peu hautes. C'est intéressant aussi, après ces premiers signaux que tu as donnés, de pouvoir aller creuser avec une méthode d'observation du cycle pour vraiment savoir plus finement ce qu'il en est. Est-ce que tu penses que ça peut carrément se substituer à des analyses sanguines, des bilans hormonaux? Parce qu'on a souvent le réflexe de se dire, bah, je vais faire un bilan hormonal, ça me donnera une indication. Mais il me semble que quand même, avec un bilan hormonal, on n'a pas tous les maillons de la chaîne, quoi. Tout à fait, je dirais que c'est plus intéressant que les méthodes d'observation du cycle quand on les connaît et qu'on peut effectivement identifier des troubles du cycle par rapport à tout ce que tu as dit. En effet, normalement, une phase lutéale, ça dure entre 11 à 16 jours. Donc, si ça dure, si on est sur une phase lutéale de 9 jours, on sait que c'est pas normal, on sait forcément qu'on a mal ovulé. Mhm. Alors que ça peut durer 14 jours, comme on décrit dans les livres et Mhm. dans les universités, et ça peut être tout foireux. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. On peut avoir un cycle parfait sur le papier, 28 jours, ovulation à J14, phase lutéale pendant 14 jours, et avoir une ovulation toute foireuse. Et pourtant, on peut avoir une belle ovulation avec 11 jours de phase lutéale. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que quand la phase lutéale dure moins de 11 jours, c'est forcément un mauvais cycle. Ok. Donc effectivement, tout ce que tu dis, ça peut amener des informations précieuses. On peut aussi observer la qualité de la glaire, etc., des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que la femme pourra identifier bah, ça tous les jours et tous les cycles et avoir des feedbacks sur, bah tiens, quand je fais ça, visiblement ma phase lutéale se normalise, donc c'est j'ovule mieux. Donc visiblement, cette habitude alimentaire ou cette activité physique ou ce stress ne me convient pas à mon processus ovulatoire. Ouais. Mais par contre, je dirais pas que ça peut vraiment totalement se substituer à l'analyse hormonale parce que ça va pas tout dire. Les deux sont vraiment complémentaires. Ok. Mais il faut garder à l'esprit que quand on fait un bilan hormonal, on a vraiment une vision sur quelque chose qui se passe à l'instant T. Et d'ailleurs, pour que ce bilan biologique, hormonal soit pertinent, il faut vraiment le faire à la bonne période du cycle. Donc, il faut savoir suivre ces cycles aussi, savoir identifier son ovulation pour faire l'analyse hormonale au bon moment. Si c'est pas fait au bon moment, ça sert strictement à rien de faire un bilan. Vaut vraiment mieux l'économiser puisque ça n'aura aucune pertinence et même pire, ça peut amener des fausses hypothèses, donc Ouais. avec une prise en charge qui va se baser sur des fondations qui sont fausses, donc ça sera totalement inutile, voire contre-productif. Oui, tu évoques la fameuse, notamment la prise de sang pour doser la progestérone à J21, alors que plein de femmes n'ont pas encore ovulé à J21, par exemple, ou ce genre de choses-là. Exactement. Donc, Ok. pour expliquer un peu ce que tu dis, en effet, l'équilibre hormonal entre ces deux hormones, hein, donc il y a beaucoup de paramètres santé de la femme qui dépendent de cet équilibre entre œstrogène et progestérone. Et cet équilibre ne peut être atteint que s'il y a une ovulation de qualité. Puisque ce qu'on vous a pas encore dit, c'est que en effet, après l'ovulation, on va produire cette hormone qui est la progestérone et la quantité de progestérone va être dépendante de la qualité ovulatoire. Donc, j'arriverai à produire suffisamment de progestérone que pour contrebalancer suffisamment mes oestrogènes que si j'ai bien ovulé. Mhm. Et cette progestérone va augmenter après l'ovulation pour atteindre un pic, un maximum, 7 jours après l'ovulation. Donc, normalement, il faut faire le bilan pour évaluer la quantité de progestérone et la quantité d'œstrogène. Donc, l'œstrogène qui domine pendant la vie fertile, c'est l'œstradiol. Donc, on fera un dosage de progestérone et d'œstradiol 7 jours après l'ovulation. Et seul à ce moment-là, c'est pertinent. Or, malheureusement, on voit encore beaucoup de prescriptions. Alors, je rappelle, encore une fois, je suis pas médecin, donc moi, je prescris pas des bilans, hein, mais on voit beaucoup de prescriptions de médecins qui vont faire des bilans hormonaux, progestérone, œstradiol à J21. Ça n'a strictement aucun intérêt, à part uniquement pour les 20% de femmes qui ovulent à J14. Ça veut dire que 80% des bilans qui sont faits à J21, J22, J23 par défaut, c'est à mettre à la poubelle. On ne peut Ouais. pas tirer de l'information pertinente dessus. Ouais, c'est important de le préciser parce que cette observation du cycle, elle sert aussi à pouvoir avoir justement des bons bilans. Je pense à un autre symptôme qui serait les spottings en phase lutéale. Est-ce que ça peut être un indicateur d'ovulation pas top ou est-ce que c'est pas forcément en lien? Si, c'est très intéressant comme indicateur, effectivement. Alors, ce qu'on appelle des spottings, c'est des petits saignements marronâtres qui arrivent quand tu parles du coup de phase lutéale, c'est-à-dire avant les règles, Ouais. effectivement. Normalement, on a des règles qui vont arriver assez franchement, un vrai saignement rouge. Et si on a des spottings sur plusieurs jours avec ce saignement marronâtre, alors c'est marronâtre pourquoi? Parce qu'il y a peu de saignement et que du coup, il descend doucement par la voie utérine vaginale. Donc, à l'arrivée, c'est oxydé et c'est marron. Hein, mais à la base, c'est bien du sang qui était rouge. Mais effectivement, si on a des spottings pendant 3 jours à peu près avant les règles, c'est quand même
un indicateur que l'ovulation n'a pas été très qualitative. OK. Merci pour toutes ces infos. Donc, on comprend bien que l'ovulation, elle permet en premier lieu de donner une grossesse lorsqu'elle rencontre un spermatozoïde. C'est souvent le sujet pour lequel on parle de cette ovulation. Mais elle a plein d'autres fonctions pour le corps dont tu parlais, notamment cette production de progestérone qui va permettre plein de fonctionnements et plein de protections différentes aussi dans le corps. Est-ce que tu peux expliquer quels sont les impacts peut-être physiques, mais aussi psychiques de ce manque de progestérone ou de cette dysovulation? Parce qu'on pense au corps physique, mais il me semble que la progestérone a quand même aussi un réel impact, et notamment un côté un peu antidépresseur, un côté apaisant pour la tête. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça, de tout ce qui est impacté quand on a une dysovulation? Bah oui, effectivement, la progestérone, tout comme les oestrogènes, sont des hormones qui agissent énormément sur notre cerveau. Et malheureusement, c'est vrai que surtout les oestrogènes sont des hormones qui ont quand même mauvaise réputation parce qu'on les tient comme étant responsables des cancers hormonodépendants. Mais rappelons quand même on va peut-être commencer du coup par les oestrogènes pour comprendre vraiment l'intérêt de la progestérone. Il faut quand même comprendre ce que fait les oestrogènes aussi sur le cerveau. Parce qu'on va voir qu'effectivement, encore une fois, la progestérone va venir tempérer un peu les effets des oestrogènes sur le cerveau. Et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant. Donc, les oestrogènes sont des hormones super sympas aussi pour nous les femmes, vraiment très sympas. Donc, arrêtons de voir comme responsables des cancers hormonodépendants et comme quelque chose à abattre pour éviter un cancer du sein. C'est pas vrai. La problématique, effectivement, des cancers hormonodépendants, c'est le déséquilibre entre oestrogène et progestérone principalement. Alors, c'est un peu simplifié, hein, mais effectivement, rappelons que si les oestrogènes épaississent la muqueuse de l'utérus et que la progestérone arrête l'épaississement, pourquoi est-ce que ça fait ça? C'est parce que les oestrogènes vont entraîner une multiplication des cellules hormonodépendantes, donc équipées de récepteurs aux oestrogènes. Ça va les faire multiplier plus vite. Donc, si jamais elles sont mutées, ces cellules, eh ben, ça va faire proliférer des cellules mutées, donc potentiellement cancéreuses plus rapidement s'il y a trop d'oestrogènes, mais qu'heureusement que la progestérone est là pour arrêter la prolifération. Donc, quand on ovule bien, on aura un équilibre qui va nous permettre d'éviter cette prolifération excessive de cellules mutées. Alors, je suis désolée, j'ai changé un petit peu mon sujet, c'était pas du tout ta question à la base. Non, mais c'est intéressant de comprendre que ça a un équilibre. Tu parles des cancers hormonodépendants qui sont, je pense, la hantise de beaucoup de femmes. Et en fait, prendre soin de son ovulation, ça peut aussi nous protéger sur le long cours de ce genre de pathologie. Et c'est quand même hyper important de le savoir, que c'est pas une fatalité. Il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour Tout à prévenir. fait. Donc ces oestrogènes, ils permettent à ça. Moi, je les ai beaucoup étudiés pour leur impact sur la peau, notamment, qui est quand même super Ouais. chouette. On va pas le cacher. Ils sont protecteurs aussi, il me semble, d'un point de vue cardiovasculaire, osseux aussi. Exactement, neurodégénératif. Enfin, c'est vraiment des hormones, effectivement, qui vont agir à plein de niveaux. On a des récepteurs aux oestrogènes absolument partout sur le corps, hein, donc ça ne sert pas qu'au niveau des organes reproducteurs ou du sein, ça sert partout dans le corps. Et donc, effectivement, donc par rapport à ta question, si on revient sur leur impact sur le cerveau, ils vont être ce qu'on appelle dopaminergiques. Ça veut dire qu'ils vont améliorer nos fonctions liées à la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur de l'envie, de la volonté, du projet, de la motivation, de la concentration, de la bonne humeur. Donc ça, c'est vraiment quand même très sympa. Ouais. Ça va faire de nous des femmes plus dans l'action. Ils vont aussi activer des récepteurs au niveau du cerveau qu'on appelle des récepteurs NMDA. Les récepteurs NMDA, c'est ce qui permet d'avoir une cognition assez vive, d'être assez réactif. Ça va permettre de mémoriser, de retenir. Et donc, ça, c'est protecteur aussi de risque de déclin neurodégénératif. Mais on comprend que par rapport à ces actions, s'ils sont trop dominants, s'il y a vraiment trop d'œstrogènes, et ben là, ça peut aller peut-être un petit peu too much. On peut aller un petit peu trop dans l'action, un peu dans tous les sens, et parfois aller jusqu'à de l'anxiété. Donc c'est super, retenons que les oestrogènes vont permettre d'avoir un certain dynamisme, une réactivité, des projets, des envies, ça va permettre des femmes qui entreprennent. Et d'ailleurs, vous savez, les oestrogènes dominent avant l'ovulation. Et c'est pour ça que si on attirait plus l'attention des femmes sur l'ovulation et si elles savaient davantage quand est-ce qu'elles ovulent, elles comprendraient que vraiment le cycle ovulatoire, c'est vraiment sympa parce que avant l'ovulation, elles se diraient « Waouh, là, je me sens bien, je me sens dynamique, je me sens pleine de projets, je me sens ambitieuse, voire même je me sens belle » parce que comme tu dis, les oestrogènes retiennent l'eau,
améliore le collagène, donc on a une meilleure peau, on est lissé naturellement quand on a suffisamment d'œstrogène, on a des plus beaux cheveux, Ouais. etc. Donc on arrivera à comprendre qu'on a plus de confiance en soi par rapport à l'impact sur la dopamine, sur les récepteurs NMDA. Et on a aussi plus de testostérone pendant cette phase, donc ça va aussi optimiser la confiance en soi. On en parlera plus tard. Mais ces oestrogènes sont vraiment protecteurs, en effet, de tout ça. Mais quand ils dominent excessivement, ça peut être too much. Oui, et d'ailleurs, on le sent parfois à l'approche de l'ovulation qu'on en touche presque plus terre, qu'on est un peu trop éparpillé, trop d'énergie, trop d'envie, trop de choses. Donc c'est parfois Carrément. stimulant pour nous les femmes. Parfois c'est un peu too much, mais pour l'entourage, c'est souvent très too much aussi. Donc waouh, waouh, vivement qu'elle ovule, parce que là, elle déchire, mais c'est un petit peu too much, quoi. Mais On n'arrive plus à la suivre. c'est ça. Donc, si on peut être un peu chiante avant nos règles, on déchire quand même très souvent avant l'ovulation, mais effectivement, parfois il est temps que l'ovulation arrive. Et la progestérone, après, elle va servir à quoi, du coup? Une fois qu'on a passé toute cette phase d'œstrogène, elle vient temporiser, elle vient carrément nous ralentir. J'ai l'impression que là, les projets sont beaucoup plus calmes. Elle vient faire de nous des femmes parfois un petit peu too much, mais qui vont finalement être s'auto-équilibrer toutes seules, sans qu'on ait besoin d'un Xanax ou d'un antidépresseur. Parce qu'en effet, la progestérone a ces fonctions-là, a ces fonctions d'antidépresseur et de Xanax naturel. Parce que la progestérone va, à l'inverse des œstrogènes, va avoir un effet sérotoninergique. Donc, je vous ai dit que les œstrogènes permettaient d'augmenter la dopamine, qui est le neurotransmetteur de la motivation, l'envie, la bonne humeur, etc. Et la progestérone va avoir un effet davantage sérotoninergique. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la sérénité, de la prise de recul, de l'organisation. C'est ce qui va permettre vraiment de tempérer tout ce qu'on a entrepris pendant cette phase folliculaire qui était parfois un petit peu excessif. Là, on va prendre du recul, on va se dire ah ouais, ok, ah oui, mais non, mais là, c'est très bien tous mes projets, mais par contre, c'est pas possible. En fait, j'ai qu'une vie, j'ai 2 enfants, 3 enfants occupés, j'ai ma maison, j'ai pas que ça dans ma vie. Donc, on va prendre un petit peu de recul, on va faire du tri. Et puis, ça va permettre d'être plus serein. Et autre impact très, très intéressant de la progestérone, c'est qu'elle a un effet dit GABAergique. Donc, elle va agir sur des récepteurs appelés récepteurs GABA, qui sont les récepteurs sur lesquels les anxiolytiques fonctionnent. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un Xanax naturel. C'est presque vrai. La progestérone, de par un de ses métabolites, c'est pas la progestérone directe, c'est une molécule dans laquelle elle se transforme qui va permettre d'avoir cet effet anxiolytique et donc vraiment cet effet apaisement. C'est parfois l'effet qu'on peut rechercher, Marion, quand on est anxieux et qu'on va chercher à prendre un verre d'alcool et qu'on va se faire oh, ça va mieux. Et ben voilà, Ouais. c'est ça. Et on se rend compte que du coup, avoir aussi un déséquilibre hormonal, ça va nous rendre plus anxieux et potentiellement plus addicts à des consommations parfois de drogue ou d'alcool. Ça Ouais. peut aller jusqu'à des choses comme ça. Et Ouais. c'est des périodes en préménopause qui peuvent commencer 10 ans avant la ménopause, des périodes qui sont caractérisées par une altération de la qualité ovulatoire, où on sera un peu plus sujet à ces déséquilibres hormonaux, donc à ces troubles un peu plus anxieux, parfois cette irritabilité, parfois cette agressivité. Effectivement, on sera un peu plus à risque, et aussi plus à risque, rappelons, du coup, de déséquilibre hormonal qui font le lit des cancers hormonodépendants, du coup. Ouais. Oui, c'est super important. C'est vrai que j'avais pas prévu de trop creuser la ménopause dans cet épisode, mais c'est important ce que tu dis que la ménopause commence, la préménopause commence par une diminution de la progestérone parce que l'ovulation est de moins bonne qualité et que la progestérone en dépend. Et c'est vrai que souvent, les premiers symptômes qu'on ne relie pas forcément à la périménopause, à la préménopause, c'est cette anxiété, cette irritabilité, parfois des troubles du sommeil qui ont ce lien avec la sérotonine aussi. Et c'est important que les femmes sachent déjà repérer ça pour pouvoir rapidement mettre en place des choses pour justement rééquilibrer ça et pas se laisser embarquer par cette périménopause et par les risques dont tu parlais de cancer Ouais, hormonodépendant. c'est pas une Ça, c'est fatalité, super comme tu important. dis tout à l'heure, effectivement. Ouais. Tout à l'heure, tu évoquais le stress, le sport, en disant bon bah peut-être que si ce stress ou ce sport sont pas tellement bons pour mon ovulation, parce qu'en observant, je me rends compte qu'en fait quand j'en fais moins, je vais mieux, etc. Est-ce que tu peux peut-être faire une petite overview, partager un peu les différentes choses qui peuvent perturber l'ovulation? Oui. Le stress, on en parle tout le temps, mais c'est pas la seule chose. Ouais. Alors peut-être avant ça, rappelons que le sport est très bien pour la santé, y compris pour l'ovulation. Mais c'est quand il occasionne un déficit énergétique qui peut être problématique. Donc Ouais. c'est quoi un déficit énergétique? C'est un déséquilibre entre les apports énergétiques, donc les apports caloriques, ce que j'apporte, ce que je mange, et les dépenses caloriques, donc de combien je me dépense. Donc c'est que Mhm. quand
la somme cumulée de mes dépenses, activité physique, activité professionnelle, loisirs, vont dépasser les apports caloriques que je fais, qu'il y aura un problème, hein. Mais donc, quand on fait beaucoup de sport, on peut compenser en mangeant vraiment équilibré. Enfin, c'est pas équilibré parce que justement, l'assiette parfaite, hein, qu'on peut décrire en micronutrition, elle est souvent très imparfaite pour le grand sportif parce qu'elle n'est pas suffisante, très souvent. Ouais. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui s'intéresse à la nutrition santé et qui va faire beaucoup de sport sera très souvent en déficit calorique. Donc, attention, ça quand même, hein. On voit beaucoup d'hommes et de femmes, hein, parce que les hommes n'ovulent pas, n'ont pas de règles, mais ont aussi le déficit énergétique s'ils ne mangent pas suffisamment et font beaucoup de sport, et vont également, comme les femmes, avoir un déclin hormonal s'ils sont concernés. Donc voilà, juste pour pas accuser. Oui, tu as raison de préciser. Mmh. Et donc ta question est très intéressante, tu me posais la question sur tout ce qui peut impacter la qualité ovulatoire. Et donc Ouais. dans mon livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Troubles hormonaux, reprenez le pouvoir, aux éditions Marco Pieter. Et donc c'est la moitié de mon bouquin, pratiquement 200 pages, qui parle de tous ces perturbateurs du cycle que j'ai nommés dans mon livre des cyclotoxiques, justement. Alors, je vais vous les nommer, il y en a 7. Et souvent, quand je les nomme, on me dit, ouais, mais t'as pas parlé du stress. Ouais, mais t'as pas parlé de l'insuffisance de cholestérol. T'as pas parlé de ça. Parce que tout ce qu'on peut me dire, en fait, là-dedans, ce sont des causes de cyclotoxiques. Parce que du coup, je vais vous décrire 7 cyclotoxiques, à savoir que chacun de ces cyclotoxiques ont plein de causes possibles encore, hein. Donc, il n'y a pas que 7 événements perturbateurs du cycle, il y en a beaucoup plus, mais je les ai structurés comme ça dans mon livre. Donc, citons peut-être en premier le manque d'œstrogènes, justement, comme on dit, les œstrogènes, on va les combattre. À trop combattre des œstrogènes, parfois, on arrive à un déclin œstrogénique. Or, il faut suffisamment d'œstrogènes pour déclencher l'ovulation. Donc, c'est vraiment un premier facteur. Et en fait, il y a plein de causes de manque d'œstrogènes. Par exemple, le manque de consommation de calories, enfin le déficit énergétique ou l'excès de sport. Il y a le manque d'hormones thyroïdiennes, il y a le stress, etc. Donc, effectivement, il y a plein de causes dans chaque cyclotoxique, hein. Ouais. Autre cause de trouble du cycle, ça peut être l'excès d'androgènes. Et ça, on en parle souvent dans cette pathologie. C'est pas vraiment une pathologie, c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Ces femmes qui Ouais. produisent trop d'androgènes. Rappelons que les androgènes, ce sont des hormones mâles, donc notamment la testostérone, mais pas que. Donc, on va repérer ces femmes parfois qui auront des cycles longs, parfois avec des signes d'hyperandrogénie comme de la pilosité ou de l'acné. On pourrait parler aussi d'un autre cyclotoxique qui est l'hypothyroïdie, donc le manque d'hormones thyroïdiennes, hein, qui va impacter le cycle. On peut parler de l'hyperprolactinémie, cet excès d'hormones qu'on connaît bien pour son rôle sur la lactation. Elle peut également perturber le cycle par plusieurs mécanismes. On peut parler des perturbateurs endocriniens, évidemment, il ne faut pas les oublier, hein, dans lesquels on baigne malheureusement, qu'on ne peut pas totalement éviter. On peut parler de tout ce qui va, comme on disait en entrée, l'ovulation commence dans la tête. Ouais. C'est le cerveau qui envoie un message hormonal aux ovaires. Et des fois, ça bloque à ce niveau-là. Des fois, c'est le cerveau qui dit non, tu n'ovuleras point, et qui arrête d'envoyer ses sécrétions hormonales aux ovaires. Donc, dans ces cas-là, en fait, les ovaires vont très bien. Les ovaires ont tout ce qu'il faut pour produire des oestrogènes, mais ne reçoivent pas le message. Et donc, on appelle ça l'inhibition centrale. C'est l'aménorrhée centrale. Mais attention, aménorrhée fait référence à l'absence de règles, donc à l'absence d'ovulation. Mais il y a différentes nuances de gris entre la wonder ovulation, donc l'ovulation parfaite, et l'aménorrhée totale. Il y a tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est dysovulation, c'est trouble de la qualité ovulatoire. Donc, je peux quand même ovuler et avoir quand même une inhibition centrale partielle, hein. C'est pas tout blanc ou tout noir. Ouais. Et enfin, le 7e cyclotoxique, c'est le déclin ovarien, donc tout ce qui va accélérer la baisse des follicules, de la baisse de la réserve ovarienne, en fait. Et donc encore rappelons, hein, que dans chacune de ces causes, il y a plein de causes possibles, et pour structurer, on pourrait citer ça, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures, hein. Ouais, oui, et ton livre est passionnant pour ça parce que très, très détaillé. Il y a un point que j'ai appris auprès de toi, en me formant auprès de toi, et qui m'a interpellée, c'est que le deuxième organe du corps qui a le plus besoin d'iode, c'est l'ovaire, après la thyroïde, ce sont les ovaires. Et ça, c'est quelque chose dont on entend assez peu parler, et on n'a pas forcément en tête que c'est important pour notre belle ovulation de consommer suffisamment d'iode. Alors quand on n'habite pas loin de la mer, qu'on consomme des produits de la mer régulièrement, c'est peut-être pas tellement une question, mais quand on est en haut des montagnes avec pas tellement d'accès à tous ces produits-là, ça peut être un peu plus problématique. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne ensemble, cette iode et cette ovulation ?
Eh ben, je vais te décevoir, mais on sait pas vraiment. Alors, ou moi en tout cas, je sais pas vraiment. J'ai cherché un peu, j'ai pas vraiment trouvé. Mais en effet, alors c'est peut-être que c'est même pas que les ovaires sont le deuxième organe qui ont le plus besoin d'iode. Ce qu'on sait, c'est que c'est le deuxième organe le plus riche en iode. C'est peut-être différent. Alors on peut se dire que logiquement ça doit être en lien, mais on sait pas en fait. Mais c'est vrai que c'est très intriguant de voir que après la thyroïde, l'iode est très fortement représenté dans les ovaires. Mais ce qui va vraiment au-delà de cette intrigue, c'est qu'en fait, la concentration en iode dans l'ovaire évolue au cours du cycle, quoi. Ça, c'est quand même incroyable. Ça domine en période préovulatoire, comme si effectivement il y avait un besoin qui fasse des réserves d'iode au cas où la thyroïde n'aille pas bien. Peut-être, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que la thyroïde, c'est un organe très important pour le cycle ovulatoire. Et donc, effectivement, il y a, bon, ce serait un peu complexe de rentrer dans ces détails, mais les cellules ovariennes vont même exprimer des enzymes qui permettent d'activer nos hormones thyroïdiennes, quoi. Enfin, il y a des choses vraiment Incroyable. très incroyables. Et même cette capacité d'activation des hormones thyroïdiennes domine aussi en période préovulatoire, quoi. Cette expression d'enzymes, c'est un peu compliqué, là je rentre dans des mots un peu complexes, mais va aussi être cyclique, tout comme notre ovulation. Donc c'est quelque chose de très Mhm. intriguant. Mais en Ouais. tout cas, on ne sait pas exactement pourquoi il y a plein d'iode, mais on sait de toute façon que les hormones thyroïdiennes ont besoin d'iode et que les hormones thyroïdiennes sont nécessaires à notre ovulation. Et donc, comment faire pour avoir suffisamment d'iode? Eh ben, détrompe-toi, Marion, il ne faut pas forcément habiter auprès de la mer parce que C'est malheureusement, vrai. moi, je suis en pleine rade de Brest et je peux te dire qu'il y a énormément de carences en iode. Ah ouais? C'est très décevant. Bon, par contre, c'est vrai que les grosses carences d'iode, comme on rencontrait autrefois, qui existent peu maintenant dans nos pays, même s'il y en a encore dans d'autres pays, où il y avait vraiment des goitres, du crétinisme, des choses comme ça très importantes, il n'y en a plus beaucoup. Mais dans certains pays, ça existe encore. Mais par contre, c'est vrai que ces grosses carences se rencontraient quand même dans des milieux reculés de la mer. Mais chez moi, j'ai encore beaucoup aussi de personnes qui ont des troubles quand même enfin, des carences en iode. Donc, comment faire pour limiter ces carences en iode? Bah, faut consommer des produits qui viennent de la mer. Mais par contre, le problème, c'est que l'iode, c'est volatile. Et donc, Mhm. il faudrait peu les cuire. Alors, c'est vrai que la plupart des poissons, on va les cuire et donc il y aura très peu d'iode à la fin. On peut rajouter des algues, hein. Les algues vont avoir des teneurs en iode vraiment dépendantes d'une algue à l'autre. Donc, regardez bien la teneur en iode de chaque algue. On peut les trouver, bien sûr, sur Internet. Mais il ne faut pas non plus trop en consommer parce qu'on peut apporter trop de brome. Et le brome va bloquer l'entrée d'iode dans la thyroïde. Voilà, quand il y a une carence avérée d'iode, hein, honnêtement, il vaut vraiment mieux se supplémenter pour avoir quelque chose de quantifié, sans brome. Alors, on pourrait parler du sel iodé aussi, oui, pourquoi pas, mais pareil, il faut que ce soit bien fermé le sel, il faut que ce soit mis en fin de cuisson, sinon il n'y a plus rien à l'arrivée. Mais par contre, il faut aussi vérifier que ce sel iodé ne soit pas fluoré, parce que le fluor va, comme le brome, s'opposer à la captation de l'iode, quoi. Ouais, c'est assez technique et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de la thyroïde parce qu'on sait que c'est un petit peu le chef d'orchestre de notre corps et que, il y a un réel lien entre l'ovulation et la thyroïde et que bien souvent, on va avoir des infos sur sa thyroïde parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est de manière routinière, assez, exploré, dans les prescriptions médicales. Mais on fait pas toujours le lien entre cette thyroïde et l'état du cycle menstruel. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer comment c'est lié? Comment cette thyroïde, elle impacte aussi notre ovulation et notre cycle? Bah, en fait, par plein d'impacts très différents, hein. Bah, déjà parce que les hormones thyroïdiennes sont nécessaires à l'entrée du cholestérol dans le lieu de la synthèse des hormones stéroïdes, hein. On fabrique nos hormones stéroïdes. Alors, rappelons que les hormones stéroïdes sont les hormones qui sont produites à partir du cholestérol, donc Mmh. notamment œstrogène et progestérone, entre autres, hein, sont des hormones stéroïdes et sont fabriquées à partir du cholestérol. Mais pour fabriquer ça, il faut des hormones thyroïdiennes. Alors, c'est un petit peu technique, hein, mais restons déjà sur cette idée-là. Et quand on manque d'hormones thyroïdiennes, donc potentiellement, c'est toute la stéroïdogénèse, toute la synthèse d'hormones stéroïdes qui peut être revue à la baisse. Mais ça va par d'autres mécanismes aussi, parce que quand on manque d'hormones thyroïdiennes, notre métabolisme va être diminué, hein, on sera un peu en mode veille, on dépensera moins de calories au repos, nos chaudières énergétiques, nos centrales énergétiques qu'on appelle les mitochondries vont tourner au ralenti, donc on brûlera moins de calories, et donc ça va être notamment la glycémie qui va augmenter, hein. Si le métabolisme ralentit, le taux de sucre dans le sang va augmenter, ça va faire monter l'insuline pour tenter de réguler tout ça. Et l'insuline peut aussi mettre de la pagaille dans l'organisme, notamment en augmentant la production de testo par les ovaires. L'insuline est capable de faire ça.
Mais c'est par d'autres mécanismes aussi. L'insuline va diminuer le transporteur des androgènes, ce qui va augmenter la fraction libre. C'est un peu complexe, hein, je suis désolée, mais gardez à l'idée que trop d'insuline, ça augmente les androgènes. Gardez cette idée-là. Et que les Mhm. androgènes vont perturber la qualité ovulatoire également. Ouais. Et puis il y a encore d'autres impacts un petit peu secondaires, mais effectivement, notamment, ça peut contribuer à d'autres mécanismes. Et je vais peut-être pas rentrer en détail, ça va être un petit peu trop complexe. Ouais. Mais effectivement, c'est quand même assez connu malgré tout parce que dans les bilans de fertilité, les gynécologues vont quand même toujours faire un dosage de TSH et puis pour évaluer la fonction thyroïdienne et seront Mhm. plus exigeants que les normes du labo dans cette TSH. Ils veulent des TSH en dessous de 2 ou de 5, je sais jamais, alors que Ouais. normalement, ils les veulent en dessous de 4-5. Donc, c'est quand même plus exigeant. Mais Ouais. rappelons quand même, malheureusement, qu'il y a parfois des hypothyroïdies à TSH normal, donc même à TSH en dessous de 2. Et que ça, Mhm. c'est un problème, puisque ce sont des hypothyroïdies qui vont pas être mises en évidence par un bilan de la TSH. C'est plus complexe que ça. Ouais. En tout cas, même si c'est assez technique tout ce que tu expliques, je pense qu'il y a 2 choses importantes à retenir. C'est que, il faut du cholestérol pour produire ces hormones, les hormones de notre cycle, et il faut que la thyroïde puisse fonctionner correctement. C'est quand même 2 piliers assez importants. Après, il y a aussi tous les perturbateurs que tu as évoqués tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même des choses à garder en tête. Oui, tout à fait. Je voulais te parler d'autre chose, c'est qu'il y a des femmes à qui on a un petit peu sonné le glas en leur disant que leur réserve ovarienne était la réserve ovarienne de femmes ménopausées, qu'elles avaient une AMH catastrophique, etc. Est-ce que s'il y a une dysovulation, ça veut dire qu'on n'est pas fertile? Quelle est cette histoire de ce lien entre l'AMH, l'ovulation, la fertilité? Je sais bien que c'est beaucoup plus complexe que cette espèce de glas là qu'on peut sonner en disant vous avez les ovaires d'une femme ménopausée, madame, alors que ces femmes peuvent être parfois en projet bébé et prendre ça vraiment en pleine figure. Ouais, oui, c'est un peu catastrophique, effectivement, comme tu dis. C'est des femmes qui vont très mal vivre cet entretien, cette consultation. On va leur parler effectivement d'insuffisance ovarienne prématurée, de ménopause Mhm. précoce, etc. Et quand on veut un projet bébé, effectivement, c'est un peu catastrophique. Alors, rappelons ce que c'est l'AMH. Du coup, c'était une très bonne Ouais. question. L'AMH, c'est l'hormone antimullérienne. C'est l'hormone qu'on va faire doser dans les parcours de fertilité quand on suspecte une insuffisance ovarienne prématurée, donc un vieillissement ovarien si on veut. Et on dit que c'est le marqueur de la réserve ovarienne, hein, Marion. C'est vrai que c'est ce qu'on dit, Ouais. c'est le marqueur de la réserve ovarienne. Pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est produit par les follicules des ovaires. Mais pourquoi est-ce que c'est pas du tout parfait? C'est parce que dans nos ovaires, la l'énorme majorité de nos follicules sont à un stade de follicules dits primordiaux. Donc, ils sont à l'état de dormance, ils attendent leur tour, mais pour l'instant, c'est pas le tour, quoi, du tout, du tout, du tout. Mhm. Donc là, ils produisent pas d'AMH, ces follicules-là. Il y a juste une infime minorité de nos follicules qui sont en cours de maturation. Et la maturation folliculaire, contrairement à la croyance populaire, ça dure pas juste la phase folliculaire. La maturation folliculaire, c'est pas juste si on a une phase folliculaire, si on ovule à J16, c'est pas juste 16 jours. C'est à peu près 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai des follicules qui sont en cours de maturation. Et on a différents stades de maturation des follicules. Et on a un stade de maturation relativement avancé qu'on appelle le stade préantral, puis après le stade antral. Et donc, ce sont seulement ces follicules à ces 2 stades-là qui sont capables de produire l'AMH. Mhm. Donc, en fait, si on veut être juste, le taux d'AMH n'est pas tant corrélé, pas tant que ça, en tout cas corrélé à la totalité des follicules qu'on a, mais juste très bien corrélé à la quantité de follicules au stade antral et préantral, donc c'est-à-dire à un stade de maturation relativement avancé, à l'instant T où on fait l'analyse. Et tu vois, c'est très différent. Parce que Mhm. s'il y a quelque chose qui bloque notre process ovulatoire, s'il y a quelque chose qui font que là, nos ovaires, nos follicules, ils sont un peu en hibernation, c'est pas leur tour, et ben on aura un taux d'AMH qui va s'abaisser. Ouais. Et en vérifiant c'est quoi les cyclotoxiques, qu'est-ce qui se passe, et en les optimisant, on peut avoir des taux d'AMH bien remontés quand même. D'ailleurs, Et ça, c'est important de le dire parce que ça permet d'enlever cette fatalité aux femmes à qui on aurait dit ça. alors il y a des femmes pour qui malheureusement c'est une vérité. Rappelons-le quand même pour ne pas donner Mhm. de faux espoirs à toutes les personnes qui pourraient nous écouter. Il y a malheureusement des femmes pour qui effectivement il n'y a pas de follicules en cours de maturation parce qu'il n'y a plus assez de follicules primordiaux, c'est vrai, malheureusement.
Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais par contre, effectivement, certaines d'entre elles, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, une belle preuve à cela, c'est que quand on prend la pilule contraceptive, on a un taux d'AMH qui va s'abaisser environ de 30%. Et pourtant, la pilule contraceptive, même si on en parlera dans notre podcast, peut perturber pas mal de choses, on verra. Mais par contre, ça ne flingue pas la réserve ovarienne. Donc c'est une belle illustration. C'est que ça met les ovaires au repos pendant le temps où on les prend, ça les empêche de maturer. Et donc, on aura un taux d'AMH qui va s'abaisser, qui après l'arrêt de la pilule va réaugmenter. Donc, c'est un exemple, juste pour vous dire que tout ce qui va perturber le cycle, comme une pilule contraceptive ou d'autres cyclotoxiques, va baisser le taux d'AMH de manière un peu artificielle parce que ça a fait arrêter une maturation, mais ça va pas forcément attaquer la réserve ovarienne. Et donc, poser la question, c'est quoi le lien entre l'AMH et la qualité ovulatoire? C'est sûr que moins on a de follicules au cours de maturation, moins on a de chances de bien ovuler, mais c'est pas impossible. On peut avoir une réserve ovarienne quand même altérée et avoir quand même une belle ovulation qui va permettre quand même d'avoir une belle progestérone, de maintenir une grossesse, c'est quand même possible, mais c'est sûr que c'est difficile. Ouais. Puisque tout ça, c'est pas une fatalité, que tu nous as bien expliqué tous ces mécanismes, tu le précisais, on sait qu'il faut à peu près 3 mois pour que la maturation folliculaire se fasse et que donc si on met des choses en place, on peut voir des améliorations. Pas forcément chez tout le monde, mais en tout cas, il y a des choses qu'on peut tester, qu'on peut mettre en place. Quels seraient, toi, tes premiers conseils du quotidien pour soutenir notre ovulation? Je sais bien que c'est du cas par cas, que ça va dépendre de chaque femme, mais si tu avais des premiers conseils à donner à quelqu'un là pour prendre soin de son ovulation, qu'est-ce que ce serait? Alors oui, comme tu dis très justement, moi ce que j'aime, c'est la précision et rechercher pour chaque femme pourquoi est-ce qu'elle ovule pas, parce qu'en fait dans les cyclotoxiques que j'ai cités, elle sera peut-être concernée par 1, 2, 3, voire 4 cyclotoxiques, parmi lesquels il y a encore plein de causes possibles. Et donc la meilleure prise en charge, c'est la prise en charge des causes profondes du trouble ovulatoire. Donc rappelons quand même ça. Mais effectivement, il y a quand même des conseils santé globale pour mieux ovuler qui peuvent améliorer l'ovulation de beaucoup de femmes. Donc, c'est notamment veiller à ne pas avoir de déficit calorique. Donc, si on ne mange pas assez, hein, on a tous l'exemple de la femme anorexique qui est en aménorrhée, mais sans arriver jusqu'à l'anorexie et forcément sans forcément non plus arriver jusqu'à l'aménorrhée. On peut avoir un déficit énergétique, soit parce que je mange pas tout à fait assez, soit parce que je me dépense un peu trop en tout cas, je mange pas assez par rapport à ce que je mange, qui peut entraîner pas forcément une aménorrhée, mais parfois juste un trouble du cycle. Donc, veillez à optimiser vos apports par rapport à vos dépenses. Ça, c'est vraiment un conseil santé en général. Autre grand conseil, c'est arrêter aussi cette chasse au cholestérol. Arrêtons cette chasse au gras. Effectivement, rappelons que le cholestérol, c'est quand même une brique constructrice de nos hormones stéroïdes, de notre vie fertile. Donc effectivement, on a parlé que c'était le précurseur des oestrogènes, de la progestérone, mais c'est aussi le précurseur de la testostérone, du cortisol qui est indispensable pour faire face au stress, etc. Donc, j'ai envie de dire manger du beurre. Ouais. Alors, en tant que bonne bretonne, j'adore le beurre et c'est vrai qu'on voit trop de chasse. Alors, je dis le beurre en plaisantant, bien sûr, hein, mais trop de chasse au gras. On dit souvent, oh là là, faut arrêter les œufs parce qu'il y aura trop de cholestérol, mais on parle jamais du problème de manque de cholestérol. Et d'ailleurs, rappelons que ce qui fait monter le taux de cholestérol, c'est pas tant la consommation de gras, c'est bien plus les sucres. Donc, quand on a trop de cholestérol, il vaut mieux s'interroger sur notre consommation de sucre. Bon, en parlant du sucre aussi, c'est pareil, notamment pour les femmes qui ont tendance à avoir un profil un peu androgénique. Donc, avec un peu de pilosité, un peu d'acné, baissez vos charges glycémiques, ayez une consommation peut-être plus raisonnée de sucre, des féculents plutôt complets, du riz complet, des farines complètes, etc. Des légumineuses qu'on n'invite pas assez à nos tables, tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés, etc., qui sont vraiment très intéressants. Que dire d'autre? Il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est tellement en fonction de chaque cas qu'il est difficile. Chasser le stress, un grand conseil. Chasser le stress, dormez assez. Ça, c'est vraiment des grands conseils santé. Le stress peut perturber le cycle par plein de mécanismes différents, notamment quand on a dit que l'ovulation commençait dans la tête. Parce qu'il y a l'axe hypothalamo-hypophysaire qui envoie des messages aux ovaires. Sachez que l'hypothalamus fait le lien entre le système endocrinien, donc hormonal, et le système nerveux. Hein. Et qu'en cas de stress, on va détourner toutes les hormones stéroïdes, enfin l'hormone mère, hein, qu'on appelle la préninolone, qui va être détournée pour faire du cortisol. Ça va se faire au détriment des hormones sexuelles.
Donc Mmh. effectivement, ben, après ça, chasser le stress, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, prenez du temps pour vous, peut-être, enfin, faites du Ouais, sport peut-être aussi, ou je sais pas, quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être du yoga, de la sophrologie, ou ça peut être, vous faire plaisir, prendre du temps pour soi, hein, ça il y a ouais. façon de le faire. Et puis en micronutrition évidemment, il y a un micronutriment qui est indispensable en cas de stress, c'est bien sûr le magnésium. Et puis il y a aussi plein de plantes adaptogènes qui peuvent aider, c'est un peu à faire au cas par cas en fonction de la nature du stress de chaque personne. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis sur le sommeil. J'ai lu plusieurs études qui expliquaient le lien entre la mélatonine justement et la production d'œstrogènes et le fait que si on manque de mélatonine, notamment parce qu'on est trop exposé à la lumière, qu'on dort avec des lumières ou qu'on a trop d'écran, ça va empêcher de mettre en pause entre guillemets la production œstrogène, de canaliser. Et donc on se retrouve en effet avec des études qui montrent qu'il y a plus de risques de cancer hormonodépendant si on n'a pas assez de mélatonine et trop de lumière pendant qu'on dort. Donc je trouve ça assez dingue de voir à quel point tout ça est très global, en fait, sur notre santé, globale, notre hygiène de vie. En plus d'orchestrer tout ce qui est rythme, la mélatonine, c'est vraiment un chef d'orchestre du rythme jour-nuit, qui est très important pour tous les biorhythmes qu'on peut avoir, y compris le Ouais, biorhythme du cycle ovulatoire. Mais en plus de ça, la mélatonine, c'est un très puissant antioxydant. Donc en mmh, effet, si on en manque, pour ces doubles raisons, ça peut augmenter les risques de cancer hormonodépendant, hein. En plus, c'est bon, en fait, ça va être un peu complexe, je ne vais pas rentrer forcément, mais le manque de production de mélatonine doit aussi interroger sur une perturbation de la détoxication des œstrogènes. C'est encore un autre mmh, sujet un petit peu complexe, mais effectivement, on a une voie de production, enzymatique commune entre la détox des œstrogènes et la production de mélatonine, qui ouais. s'appelle la méthylation, mais c'est un tout autre sujet. Ouais, oui, mais ça mériterait d'être creusé, pour les personnes que ça intéresse parce que justement cette voie de détox des oestrogènes a un impact sur, encore une fois, les cancers hormonodépendants et cetera. Si tu devais dire un mot là à toutes les femmes qui nous écoutent, ce serait quoi? Eh ben, ovulez, faites-le bien. Facile à dire, je sais, c'est pas toujours facile à faire, mais effectivement, n'hésitez pas à creuser le sujet, à vous rapprocher de personnes qui peuvent être compétentes pour vous aider peut-être dans le sujet. Et puis, bah, pour les plus curieuses d'entre elles aussi, il y a mon livre, hein, qui est un livre qui est engageant parce qu'il est technique, mais il n'est pas que pour les pros de santé, il est aussi pour les femmes passionnées. Merci Guénaëlle. Merci, merci à toi, merci Marion, merci à toutes. À toutes nos auditrices, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de retrouver mon programme en ligne Elsie Cycle qui vous aide à tout comprendre de votre cycle menstruel et de vos hormones pour les rééquilibrer naturellement. Le lien se trouve en description de cet épisode. À très vite.